Ceci est un livre audio autogénéré par Google. L'innovation entre philosophie et management. La théorie des 3 cubes. Little Box. Little Box on the Hillside. Little Box made of tiki-taki. Little Box. Little Box. Little Box all the same. There's a green one and a pink one. And a blue one and a yellow one. And they're all made out of tiki-taki. And they all look just the same. And the people in the houses all go to the university. And they all get put in box, little box all the same. And there's doctors and there's lawyers. And business executive. And they're all made out of tiki-taki and they all look just the same. And they all play on the golf course and drink their martini dry. And they all have pretty children and the children go to school. And the children go to summer camp. And then to the university. And they all get put in box, and they all come out the same. And the boys go into business and marry and raise a family. And they all get put in box, little box all the same. There's a green one and a pink one. And a blue one and a yellow one. And they're all made out of tiki-taki. And they all look just the same. Malvina Reynolds, 1962. Collection. Conception et dynamique des organisations. Fondée et dirigée par Alain Max Guénette et Jean-Claude Sarda. Ouvrage paru dans la collection. Confère pp 229 à 231. Couverture et design de la collection. Samantha Guénette et F. Paolo Ciortino. Agence b+bpositif.pa@gmail.com. Révision du manuscrit. Loise Renaud Hunziker. Édition L'Harmattan. 5 à 7, rue de l'École Polytechnique. 75 005 Paris. À Katia, Julie et Arthur. À Anne, Fabienne, Martine, Lucie. À Morgane. Introduction. Aujourd'hui, il n'y a pas d'organisation économique ou politique qui ne pose l'innovation comme base indispensable à un développement profitable et durable. Longtemps considérée comme un phénomène imprévisible et perturbateur, source de déséquilibre, donc dangereuse dans le cadre de sociétés fermées, l'innovation provoque la différence, ouvre de nouvelles options, devient le symbole des sociétés ouvertes et démocratiques. Dans ces conditions, comprendre et si possible maîtriser le processus d'innovation n'est plus un simple exercice intellectuel réservé aux seuls épistémologues, mais bien une condition nécessaire à l'action valable tant pour les politiques, les ingénieurs que les gestionnaires. De nombreuses théories ou méthodes traitent de l'innovation. Pratiquement toutes proposent des techniques de réflexion cloisonnées propres à des domaines particuliers, que ce soit en ingénierie 2, en management 3, ou encore analyse les liens historiques et nécessaires entre l'innovation et le développement économique 4. La démarche que nous exposons ici ne s'oppose pas à ces approches diverses, chacune ayant des qualités spécifiques indubitables. La théorie que nous développons dans cet ouvrage essaie au contraire de les intégrer. Elle tente d'appréhender la double problématique de l'invention, innovation sous l'angle de la philosophie, pour proposer à la fois une théorie et poser les prémices d'une méthode holistique applicable tant en ingénierie qu'en gestion, en marketing, en communication ou en design. Le problème que nous voulons résoudre s'appuie sur un constat. La plupart des préceptes et techniques aujourd'hui largement diffusés atteignent certaines limites méthodologiques liées à leur position théorique dès que l'on tente de les appliquer à des domaines étrangers à celui qui les a vus naître. Ainsi, à titre d'exemple, la méthode TRIZ issue du monde de l'ingénierie s'étiole au contact de la gestion ou du marketing. De même, la théorie Océan Bleu Kim et Mauborgne 2005, proche du management stratégique, n'est que faiblement utile aux métiers spécifiques de l'ingénieur ou du designer 5. Nous ne cherchons pas à faire mieux que les méthodes précitées, TRIZ, théorie CK, stratégie Océan Bleu, synectique, analogie, etc. Celles-ci ont d'indéniables qualités concrétisées par de nombreuses réussites opérationnelles. Clairement,
notre objectif est d'identifier certaines de leurs limites pour ensuite imaginer des concepts complémentaires permettant de les intégrer dans une théorie et une méthode qui, loin de les exclure, leur donne au contraire un espace dans lequel elles peuvent exprimer tout leur potentiel. Cependant, force est de reconnaître que les processus de changement posent des problèmes conceptuels à de nombreux domaines d'activité économique, comme l'indique l'extrait ci-dessous. L'innovation intensive rend obsolètes les outils traditionnels du marketing stratégique. On pourrait se contenter de dire qu'analyser un marché pour un produit qui n'existe pas encore est évidemment une tâche ardue. Toutefois, dans son principe, cette question a toujours été celle du marketing. La difficulté tient surtout au fait que les techniques et les concepts mis au point sur ce sujet sont à leurs limites. Les notions de positionnement de marché, de niche ou de segment deviennent difficiles à manipuler. Les conditions requises pour effectuer des sondages stratifiés pertinents ne sont plus remplies. Les évolutions sociales ont rendu caduques depuis longtemps les anciennes stratifications élaborées sur les catégories socio-professionnelles et l'on ignore souvent quelles sont les stratifications pertinentes. 11. S'agit de réinventer les outils du marketing prospectif. Aussi se tourne-t-on de plus en plus vers les nouvelles techniques. Études ethnologiques, analyse des usages, implication des usagers dans la conception. Autant de symptômes d'un malaise grandissant sinon d'évolution profonde du métier. Le Maçon, Veille et Actuel 2006, page 199. Vouloir développer une théorie utilisable tant par l'économiste que l'ingénieur ou le designer nous conduit logiquement à postuler qu'il n'y a pas de différence structurelle entre une invention économique, technique, artistique, sociale ou politique. Ainsi par exemple, on ne peut envisager d'invention artistique qui ne soit également politique, comme il n'existe pas d'invention économique sans ramification politique, technique ou sociale. Il y a cependant un critère de démarcation à nos spéculations, et il est de taille. Cet ouvrage ne traite que des objets, matériels ou immatériels, ayant une valeur économique ou valeur d'usage 6. Le cadre conceptuel que nous développons dans les pages qui suivent exclut les inventions matérielles ou immatérielles qualifiées de fondamentales. Par fondamentales, il faut comprendre les inventions qu'aucun usage pratique, situable dans l'espace et le temps, ne vient justifier. 7. Recherche académique fondamentale en physique, en biologie, en sciences humaines, en théologie, etc. Les objets à valeur d'usage ouvrent une toute nouvelle perspective à nos réflexions. En accolant volontairement la notion d'usage à notre démarche sur l'invention et l'innovation 8, nous sommes amenés à considérer l'usage comme partie prenante de l'innovation. De plus, l'usage soulevant implicitement la question de l'identité de l'individu ou du groupe qui use un objet, notre position théorique nous pousse à affirmer que les questions que soulève l'innovation concernent en même temps nos identités, nos usages et nos objets. En d'autres termes, cette position nous convie à insister sur le fait que tout nouvel artefact matériel ou immatériel est la conséquence d'inventions d'identité et d'usage mus principalement par le désir, Deleuze et Guattari 1980, comme la diffusion de tout nouvel artefact contribue également, par effet de mimétisme, Lazzarato 2002, à fonder des identités et des usages nouveaux. Ce sont essentiellement des textes philosophiques et anthropologiques qui ont orienté notre recherche. Les travaux de Gilles Deleuze, Gabriel Tardeneuf, Maurizio Lazzarato, Henri Bergson, Paul Ricoeur, Bruno Latour et les propositions épistémologiques de Karl Popper nous ont fourni les notions nécessaires à l'élaboration de nos concepts. Au fil des pages, le lecteur comprendra pourquoi il nous semble non seulement nécessaire mais absolument indispensable de sortir des champs disciplinaires traditionnellement voués aux recherches sur l'innovation, marketing, ingénierie, sociologie, théorie de l'organisation, pour espérer renouveler les questions et enjeux portant sur l'innovation. Notre conviction est que d'utiliser un seul type de langage, spécifique à tout champ disciplinaire, ne peut au mieux que mener à des réglages propres au processus de rénovation 10, et au pire ne déboucher que sur des tautologies. C'est une des raisons pour lesquelles nous estimons que le marketing à la Kotler 11 est largement démuni pour susciter et accompagner des processus d'invention-innovation qui tiennent compte d'une démarche holistique intégrant l'ensemble des sciences humaines. Si la majorité des spécialistes en développement économique et les acteurs politiques s'entendent aujourd'hui sur la nécessité d'innover, il n'est pas sûr que les processus de création et d'innovation radicale, compris d'un point de vue technologique,
soient les plus à même de créer des richesses et des emplois. En Suisse, le secteur de l'horlogerie en est un bon exemple. Techniquement, les montres de luxe mécaniques n'ont connu que des rénovations depuis les années 50. C'est certainement la conjonction de comportements et d'identités nouvelles, associée à la capacité des marques horlogères à développer de nouveaux récits, par des inventions du design et de la communication douce, qui explique la stupéfiante santé de ce secteur. Cependant, aller plus loin dans l'explication de ces phénomènes, puis espérer les répéter dans d'autres secteurs d'activité, nécessite de nouveaux concepts. L'ambition de ce texte est de dépasser les analyses génériques sur l'invention et l'innovation, analyse par ailleurs fort utile, en proposant une théorie et une méthode concrète pour accompagner les personnes désireuses d'inventer ou d'identifier quelques-uns des multiples obstacles à l'innovation, pour mieux les contourner ou les négocier. Le modèle présenté ici a été imaginé par Nicolas Babet, professeur à la Haute École de Gestion Arc. Il a profité des apports de ses collègues François Petitpierre, professeur de stratégie, et de François Courvoisier, professeur de marketing dans la même haute école. En matière d'invention et d'innovation, les trois auteurs bénéficient d'expériences confirmées dans plusieurs domaines d'activité, tant sur le terrain que dans la recherche appliquée. Création de produits B2C dans le domaine solaire et création d'entreprises pour Nicolas Babet, création de solutions B2B dans le domaine des télécommunications et création d'entreprises pour François Petitpierre, création et lancement marketing de produits dans le domaine de l', industrie alimentaire et du secteur médico-social pour François Courvoisier. Conjugué à l'apport philosophique précité, ce sont ces diverses expériences pratiques, ainsi que la gestion de mandats de consultance pour le compte de la Haute École de Gestion Arc qui nous ont permis de collaborer intensément avec des managers, financiers, économistes, juristes, ingénieurs, designers ou communicants. Nos expériences n'ont cessé d'alimenter les réflexions théoriques et pratiques présentées dans cet ouvrage. 1. L'innovation entre consumérisme et coopération. La problématique de l'innovation est certainement toujours contingente à des périodes historiques et à des territoires, ces 1000 plateaux, qu'évoquent Gilles Deleuze et Félix Guattari, 1980. En croisant les thèmes de l'innovation et de la géographie, on peut en déduire que l'innovation instruit une relation tendue avec l'espace. L'innovation y est même consubstantielle. En traçant de nouvelles lignes, frontières ou normes, toute invention génère de nouveaux espaces 13. Dans ce chapitre, nous verrons deux types d'espaces apparaître. Un premier territoire, Molaire 14, consumériste et belliqueux, probablement sur le déclin, qui envisage le monde comme un gigantesque champ de bataille et qui réclame avec force la taille critique nécessaire pour y guerroyer économiquement. Dans ce premier territoire, individus et collectifs sont autoritairement sommés de s'adapter à des circonstances externes doctement présentées comme inéluctables. Les inventions, comme les innovations, sont domestiquées par de grands acteurs économiques, avec le secours constant et indispensable des États. Les programmes publics d'aide à l'innovation participent pleinement de cette domestication de l'innovation, en normant et en cristallisant des catégories d'objets, d'usages, de temporalité et d'espace, catégories elles-mêmes corrélées à des usagers soigneusement répartis en segments identitaires que les statistiques, le droit et les opinions leaders tentent de stabiliser à très large échelle. Un second territoire, cette fois moléculaire 15, initie des dérivés, franchit les normes, produit des fuites hors des mailles tissées par le premier territoire. Ce territoire est virtuel lorsque les objets qu'il invente le sont aussi. Il est bel et bien réel lorsque les nouveaux objets, usages et identités qu'il accueille le sont également. Le premier territoire n'existe qu'en rapport aux choses enregistrées, donc passées. Il est représenté en termes de volume et d'échelle. Il donne à voir ce qui s'est réalisé et spécule 16 sur une répétition des mêmes termes pour organiser et contrôler espace, temporalité, usage, objet, identité et le vocabulaire qui les désigne. Le territoire moléculaire s'ingénie à trancher les mailles du filet, transcende le premier territoire, rend obsolètes les normes passées pour en inventer d'autres, invente des mots, produit les logiciels libres, décentralise par relocalisation ce qui était centralisé donc contrôlé. Cartographiquement et donc statistiquement, ce second territoire n'existe pas. Aux yeux des acteurs politiques et de la plupart des acteurs économiques, il est invisible, il est pourtant bien réel. De manière joyeuse et positive,
Il sape peu à peu les conditions cadres de reproduction du seul monde possible que le premier territoire envisage de manière inductive. Le second territoire fait advenir d'autres mondes possibles. Il se compose d'identités, d'usages et d'objets nouveaux. Un seul exemple pour illustrer l'avènement possible, pourtant invisible mais bel et bien concret, de nouveaux mondes. Des centaines voire des milliers d'individus roulent aujourd'hui en toute illégalité sur les routes d'Europe avec des engins électriques Bizarre 17 plus écologiques que le train. Ni vélo, ni scooter, ni voiture, ils représentent pour leurs usagers une alternative nettement moins coûteuse et techniquement plus performante. Qualité des composants, qualité écologique, que ce que le marché officiel peut proposer. Ces pratiques sont d'autant plus dangereuses pour les intérêts des marchands de véhicules que le montage de ces engins peut s'opérer n'importe où et à moindre prix, en commandant sur le grand catalogue d'Internet les pièces nécessaires. Une simple plongée dans les blogs de ces voyageurs et bricoleurs rebelles nous en apprend beaucoup sur leurs pratiques coopératives. Elles sont essentiellement de type contributif, moléculaire, associatif. Aucune propriété intellectuelle ou contrat d'exclusivité ne vient contrecarrer ou normer l'échange économique, l'échange d'informations et de bons conseils. Aucun moyen de savoir qui sont ces gens. Les traditionnelles distinctions faites sur la base du capital scolaire ou de l'identité professionnelle n'opèrent plus. Si toutes les hautes écoles d'ingénierie, de design ou d'ergonomie présentent avec un brin de componction et beaucoup de compétences certifiées leur programme de recherche marqué du sceau de l'innovation, ces meutes d'électriciens, de tauliers et de va-nu-pieds les battent haut la main sur leur propre terrain sans même s'en rendre compte. Et en plus ils créent de l'emploi. Mus par des désirs de gosses construisant une cabane, ils inventent de nouveaux gestes, postures, ergonomie, usages et objets en s'inventant eux-mêmes. Comme pour la plupart des inventions, il est probable que celles-ci seront récupérées par l'édite hautes écoles et industries lorsqu'elles se seront suffisamment diffusées et légalisées 18. C'est à ce moment même qu'elles seront nommées et pourront nourrir une nouvelle cartographie, non sans avoir au passage modifié le modèle de reproduction spéculatif du premier territoire. Ou autrement dit, participer à l'effectuation d'un autre monde. Ces 100 grades qui, sans budget de recherche mais avec un garage de bricoleurs, quelques maigres économies, un peu de temps libre, des réseaux contributifs, Internet et de la passion à revendre, inventent de toutes pièces des formes de mobilité encore non référencées dans les catégories de mobilité urbanistique 19, représentent certainement quelques-unes des abeilles chères à Moulier-Boutan 2010 qui pollinisent gratuitement L'. Économie régulière par effet multiplicateur 20. Ainsi, l'innovation n'est pas fille d'une puissance molaire, d'un pouvoir centralisateur ou d'une fusion. Elle est le rejeton d'un rapport contrarié, à la norme. Dès lors, il devient justifiable de faire retour sur la question ô combien politique de l'échelle, car il nous faut bien vivre ensemble dans un espace concret. Quelle échelle de pouvoir est-elle pertinente pour d'une part identifier ces réseaux moléculaires et pour d'autre part aménager les normes qui leur permettraient de s'étendre? En termes de développement territorial, cette question est essentielle car elle valorise la question philosophique du pouvoir politique sur la production de la norme aux dépens de l'antienne fonctionnaliste et mécaniste de l'échelle en matière de développement économique. Plus concrètement, elle redonne un espoir de développement à tout territoire institutionnel, aussi modeste soit-il, en lui démontrant concrètement que s'il dépend du monde, le monde peut en dépendre aussi. Babet 2010. D'un point de vue géographique et en termes d'innovation, l'époque que nous traversons semble particulièrement intéressante pour illustrer ces deux types de territoires. Selon Stigler, 2009, et Moulier-Boutan 2010, nous vivons une forme de révolution économique, qui signifie la transformation d'un capitalisme consumériste né au début du XXe siècle en de nouvelles formes de production et d'échange capitaliste que le premier nomme capitalisme de contribution ou de coopération. Selon Stigler 2009, l'avènement d'Internet contribue de manière décisive à favoriser le développement de nouvelles formes d'échange, l'invention de nouveaux produits et la désagrégation rapide des espaces rigides qui caractérisaient le capitalisme consumériste. L'exemple de la mobilité douce que nous avons décrit ci-dessus illustre assez bien ce passage entre consumérisme et coopération. Ces espaces consuméristes se reconnaissent aisément à leur logique de centralisation spatiale de tous les pouvoirs, qu'ils soient économiques, énergétiques, culturels, médiatiques, démographiques et politiques.
Le règne de la bagnole en est l'un des principaux symboles dont il est utile de relever la crise selon nous structurelle qu'elle est en train de vivre. L'autoroute en est le support, confinant la problématique de la mobilité dans des formalisations spatiales de type Hub and Spoke 21. Pour permettre aux lecteurs de saisir plus concrètement cette révolution, nous proposons dans ce chapitre de l'illustrer par la problématique du luxe en général et de l'horlogerie en particulier, en soutenant l'hypothèse suivante. Le positionnement actuel et futur de l'horlogerie suisse est étroitement dépendant de ce que le capitalisme consumériste est en train de détruire. En 1912, la ville de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel en Suisse, produisait à elle seule plus de 50% des montres à l'échelle mondiale. En 2009, la Suisse ne représentait plus qu'environ 2% de la production mondiale en termes de volume, mais plus du 50% en termes de valeur 22. En clair, le secteur de l'horlogerie a trouvé son salut depuis les années 80 dans les segments du haut de gamme et du luxe. Ainsi, pour formuler notre hypothèse autrement, ce qu'invente le capitalisme consumériste 23 ne provoque plus suffisamment la sublimation nécessaire à l'acte d'achat. Le luxe devient une valeur refuge 24. Si l'on nous accorde cette métaphore hasardeuse, le luxe se présente de nos jours comme une jeune et belle mariée qui ne se rend pas compte que sa traîne est en feu. En filant encore la métaphore, on pourrait dire que le luxe se présente comme une fusée qui perd des réservoirs nécessaires à sa course. Nous déduisons une seconde hypothèse de la première. Et cette seconde hypothèse nous intéresse particulièrement. Avec 30 ans d'avance 25, l'horlogerie suisse a vécu une crise annonciatrice de ce que vivent aujourd'hui des pans entiers de l'économie mondiale. Le secteur ravagé de l'automobile, symbole principal du capitalisme consumériste aujourd'hui sous perfusion permanente, en est un exemple particulièrement explicite. Stigler 2009 a probablement raison, nous vivons aujourd'hui un tournant historique. Mais ce tournant débouche sur une série de questions. Si l'horlogerie helvétique profite depuis 20 ans des cendres du capitalisme consumériste, la mort annoncée de ce dernier ne risque-t-elle pas d'entraîner l'horlogerie dans sa chute ? Quelles nouvelles formes de capitalisme sont-elles en train d'émerger ? Pour quels nouveaux usages ? Quels nouveaux objets ? Quelles nouvelles identités ? Avant d'esquisser une réponse à ces questions, essayons d'éclaircir les spécificités de ce capitalisme consumériste et d'identifier ce qu'il est en train de détruire. Le capitalisme consumériste s'est développé au début du XXe siècle, d'abord aux États-Unis. Pour Stigler 2009, ses concepts et sa mise en œuvre stratégique, car il s'agit bien d'une mise en œuvre lucide, ont été pensés pour résoudre la prédiction de Karl Marx, à savoir la baisse tendancielle du taux de profit 26. En d'autres termes, comment maintenir un taux de profit constant tout en créant de l'emploi, malgré l'arrivée de la machine supplantant la main-d'œuvre et menaçant de déboucher logiquement sur des phénomènes de surproduction. Selon Stigler 2009, pour faire mentir cette prédiction marxiste, 4 personnages ont joué un rôle clé à l'orée du XXe siècle. Il s'agit de Henry Ford, principe de production de masse et stratégie salariale, de John Keynes, interventionnisme d'État, de Joseph Schumpeter, principe d'innovation, et d'Edward May, propagande et marketing. Si les 3 premiers personnages sont bien connus, le dernier l'est moins. Il jouera pourtant un rôle important. Neveu de Sigmund Freud, il appliquera certaines théories de son oncle pour construire l'ingénierie médiatique nécessaire à la sublimation des masses à l'égard des produits et de leurs marques. 1.1. Caractéristiques du capitalisme consumériste. Les caractéristiques du capitalisme consumériste s'appliquent à nos identités, nos usages, nos espaces, nos temporalités et nos objets 27. Ces mêmes caractéristiques sont l'expression constante et sans doute nécessaire de multiples collaborations entre l'économie et l'État. Comme nous le verrons dans ce chapitre et dans les suivants, sans l'assistance de l'État, l'économie capitaliste n'aurait jamais pu développer seule un tel modèle consumériste. Nous listons ci-dessous quelques-unes des caractéristiques les plus saillantes de l'époque consumériste. Dissolution des savoir-vivre et des savoir-faire. Nous ne savons plus faire la cuisine, nous ne savons plus élever nos enfants, nous ne savons plus chanter, nous ne savons plus enterrer nos morts. Tout passe dans des machines. Le développement du micro-ondes et d'innombrables services palliant et provoquant à la fois nos incompétences, sont les signes de cette dissolution. Selon Stigler 2009,
Cette perte progressive de nos savoir-faire compensée par des machines est l'exacte définition de la prolétarisation. Ce terme ne qualifie pas uniquement un processus d'aliénation économique propre à la classe ouvrière. Il qualifie surtout une aliénation à la machine. Le prolétariat traverse aujourd'hui toutes les classes sociales. Il dédie à l'artefact technique ou immatériel, service, le soin de compenser son incompétence en matière de savoir-faire. Cette prolétarisation des savoir-faire permet ainsi d'inscrire durablement le client dans une relation de dépendance cognitive et économique à l'égard de genres d'objets toujours plus nombreux. Dissolution des territoires, des cultures et des religions faisant barrage aux nouvelles croyances et sublimations nécessaires pour adhérer à des marques. Quand le monde n'est plus enchanté par une espérance, les marques ont le champ libre pour capter les âmes, c'est-à-dire investir le champ du symbolique et de la sublimation hors sol. Pour ce faire, les marques bricolent, s'approprient et vendent des petites métaphysiques que les manuels de management traduisent par territoire, ou capital de marque, 28. Centralisation spatiale. Dans les années 60, les filles et fils d'agriculteurs désertaient la montagne, chère à Jean Ferrat pour pointer à l'usine, s'entasser dans des HLM et manger du poulet aux hormones. Les territoires sont démantelés au profit de centres toujours plus grands, hub and spoke, reliés par des autoroutes sur terre, sur mer comme dans les airs. Fort prisée après la Deuxième Guerre mondiale, la théorie des lieux centraux ou le maillage spatial régulier de Walter Crystallet finit par voler en éclats durant le dernier quart du XXe siècle, HR 1995. Aidée d'une standardisation de l'espace, la production de masse peut alors déployer ses activités en amont, chaîne de production allant du fournisseur à l'assembleur comme en aval, distribution et vente. Dissolution des structures familiales. Cette dissolution des territoires et des cultures s'accompagne inévitablement d'une dissolution des structures familiales traditionnelles. Divorce, individualisation, recomposition. Boltanski et Chiapello, 1999, décrivent fort bien le processus de prolétarisation qui pèse sur l'individu. Celui-ci est appelé à se construire, à se réaliser, à se responsabiliser. Perdu face à ces nouvelles injonctions normatives, l'individu peut compter sur le développement de toute une série de services, coaching, cabinets de psychologie, de chirurgie esthétique, etc. C'est bien sur les ruines de la diversité culturelle qu'il faut comprendre le succès d'un concept tel que le développement durable, ou l'action politique de préservation culturelle mondiale menée par l'UNESCO. Production et organisation de normes nouvelles définissant des identités, des usages et des objets. Comme nous le verrons plus bas, nos identités sont dorénavant segmentées et contrôlées selon 3 dimensions, nos corps, nos capitaux et nos croyances. Nos usages sont imposés, segmentés et contrôlés selon un répertoire d'actions couvrant tous les verbes, à l'exception de ceux qui indiquent un état ainsi qu'une aspiration à être, à avoir ou à faire 29. Nos produits suivent la même logique. Ils sont dorénavant classés par genre, chaque genre définissant un marché. Pour chaque genre, ils sont ensuite segmentés par catégorie, gamme et chaîne de valeur. La production de normes, consubstantielles au développement du capitalisme et plus particulièrement du capitalisme consumériste, organise et classifie selon 3 dimensions 30, nos identités, nos usages et nos produits qui ainsi deviennent des espaces clos ou pour mieux dire des cubes. La bonne ou mauvaise fortune de ces espaces relate les heures et malheurs du capitalisme consumériste. Ces normes, qui peuvent même devenir dans certains cas extrêmes des contraintes légales, définissent premièrement la qualité mesurable et comparative des produits pour fonder leur possible standardisation industrielle ainsi que les conditions légales de leur production et de leur utilisation future. Elles ont pour effet d'accentuer le phénomène de mimétisme, toutes les voitures se ressemblent, et de fonctionner comme autant de barrières à l'entrée de nouveaux modes de déplacement. Pratiquement tous les principes mécaniques de la voiture actuelle ont été inventés avant 1912, soit avant le développement planétaire du capitalisme consumériste. Les normes sous leur forme juridique définissent deuxièmement des espaces de production et d'échange, Babet 2009, brisant les particularités territoriales 31, tant d'un point de vue national qu'international, grâce aux activités prescriptives de l'OMC, Organisation mondiale du commerce ou d'autres organisations internationales. Les espaces d'échange et de production sans frontières facilitent ainsi les processus de polarisation spatiale. Les grandes métropoles deviennent encore plus grandes. Troisièmement et enfin,
Les normes légales définissent des espaces de rente économique par le développement de la propriété intellectuelle et de l'organisation internationale censée produire et imposer ce nouvel arsenal juridique, l'OMPI, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Présentée officiellement comme un outil d'accompagnement de l'innovation, la propriété intellectuelle est au cœur d'un paradoxe. Certes, elle rassure l'investisseur, acteur incontournable du financement de toute innovation, mais elle est aussi un droit de rente dont l'effectuation consiste à rejeter toute forme de changement susceptible de mettre en péril la reproduction des places durement acquises par de grands acteurs économiques. Production médiatique centralisée et planétaire. La production médiatique accompagne nécessairement les processus que nous avons indiqués plus haut. Déjà bel et bien présente dans la deuxième partie du XIXe siècle pour scander des modes, elle explose juste après la Première Guerre mondiale avec le cinéma et Hollywood comme centre mondial de production cinématographique. Ce centre cinématographique est d'abord prescriptif. Il impose partout des identités, des styles de vie et des objets. Canon esthétique, nouvelles croyances ou métaphysiques, petites et grandes vertus sont incarnées par des idéotypes d'un genre nouveau, les stars. L'imposition médiatique de ces nouveaux styles de vie se déroule en cascade. Le cinéma donne le ton, les autres médias, journaux, radio, télévision répètent la note. Parallèlement et très logiquement, on assiste à la centralisation, à l'institutionnalisation partielle et au contrôle des médias par l'État. Centralisation des savoirs. Prenant racine dans la deuxième moitié du XIXe siècle, le siècle passé devient le témoin privilégié d'un processus de centralisation, de contrôle et d'institutionnalisation des savoirs, Kuhn 1983. Pas d'État moderne, sans la création d'établissements centralisant des savoirs 32, et connectant ces mêmes savoirs aux besoins des appareils de production. 1.2. Caractéristiques des objets du capitalisme consumériste. Pour faire mentir la prédiction marxiste de la baisse tendancielle du taux de profit, la qualité des objets est définie pour assurer leur reproduction. Cette même qualité est soumise à une triple obsolescence, technique, matérielle et esthétique. L'objet doit impérativement être jetable pour garantir de nouveaux cycles de consommation. Ce processus d'obsolescence incorporée s'organise autour de cycles toujours plus courts. De nos jours, qui n'a pas encore constaté que le t-shirt acheté parfois chèrement est défraîchi après 3 lavages? Comme par hasard, le sèche-cheveux tombe en panne juste après le délai de garantie. Autrefois, les télévisions se réparaient, aujourd'hui elles se jettent. Principe d'obsolescence technique des produits. Si l'ordinateur acheté 5 ans auparavant est encore en état de marche, les logiciels toujours plus gourmands en termes de puissance rendent de fait la machine inutilisable. L'organisation de l'obsolescence technique des produits est un fait. Nous nous en rendons compte chaque fois que nous devons changer de version de logiciel. Ici, les entreprises responsables ne répondent pas à un besoin, mais le fabriquent de A à Z 33. Cette organisation génère des cycles de production-consommation toujours plus rapides. Le smartphone dernier cri acheté quelques mois auparavant ne vaut plus rien aujourd'hui. Cette obsolescence est le fruit d'une organisation de l'innovation, AG continue. Pour fonctionner, c'est-à-dire mettre en œuvre les conditions d'une rente économique, ce type d'organisation de l'innovation doit se prémunir contre les innovations trop radicales. D'un point de vue technique, l'innovation AG continue est axée sur l'augmentation des performances objectives. L'innovation technique induite par le capitalisme consumériste est affaire d'intensité plutôt que de genre ou d'espèce d'objets nouveaux, innovation dite de rupture. Autrement dit, on n'invente ni la voiture, ni l'avion, ni le téléphone 34. On améliore constamment ces derniers par l'encouragement à l'innovation dite incrémentale. Principe d'obsolescence matérielle des produits. Les composants du produit vont finir par s'éroder ou s'oxyder. Ainsi, le choix des matériaux plastiques devient-il stratégique, tant pour des questions de prix que d'obsolescence programmée à inscrire dans l'objet. Symboliquement, l'utilisation du plastique devient le signe du jetable, du sans valeur. La matérialité des produits est donc un enjeu stratégique qui a donné naissance à une discipline, la science de la résistance des matériaux. D'un côté, cette science des matériaux toujours plus précise permet de protéger les corps en fournissant aux producteurs les moyens objectifs de se prémunir contre une éventuelle responsabilité en cas d'accident 35.
Il faut bien que le pont tienne à coup sûr pendant 100 ans. Les freins et la direction de la voiture ne doivent pas lâcher. D'un autre côté, cette même science permet de planifier la mort des objets. Si la garantie de l'appareil électroménager couvre 1 ou 2 ans, cette même garantie ne promet pas une espérance de vie allongée. C'est même le contraire. Si les pièces techniques composant l'objet autorisent un nombre théorique maximal d'usages, l'utilisation des matières en plastique et leur oxydation programmée garantissent une mort prématurée, et donc un prochain achat. Principe d'obsolescence esthétique des produits. Le marketing, le design, la pub et les médias, cinéma, télévision, presse papier ou électronique, permettent de reformater selon des cycles toujours plus courts, des métaphysiques nouvelles en matière de goûts esthétiques, donc de lancer et de gérer la naissance, la vie et la mort des modes. Dire que la mode de l'été prochain sera courte et composée de tons pastels n'est pas le fruit d'une démarche intellectuelle prospective ou d'une intuition, c'est un mot d'ordre et une prise de pouvoir médiatique. Par un processus de mimétisme social si bien décrit par Gabriel Tarde, Lazzarato, 2002, les injonctions normatives en matière d'esthétique, par les supports médiatiques, se diffusent par mimétisme dans le public à la manière d'un virus. La pression sociale du plus grand nombre, conditionnée par des normes esthétiques majoritaires, permet de faire plier les plus récalcitrants au chant des sirènes de la mode. L'arme pour mettre au pas les irréductibles. Vraisemblablement le rire et la moquerie, dont Bergson, 1940, a finement relevé le rôle socialement disciplinaire. La moquerie met au pas celui qui ne suit pas la mode. Grâce à la centralisation des médias, ces mots d'ordre sont le fait de quelques prescripteurs dont le pouvoir de dire le beau est reconnu comme tel par le plus grand nombre. Principe de séparation entre clients et producteurs. L'innovation à jet continu, restreinte et contrôlée, permet une économie substantielle en termes de transfert et d'explication technique au client. Imaginons un instant que le client ignore ce qu'est un aspirateur, une télévision ou un plat surgelé. Dans de telles conditions, un supermarché ne pourrait pas fonctionner. Les genres d'objets doivent impérativement garder une certaine stabilité technique et ergonomique, pour autoriser le principe de séparation si profitable aux producteurs et aux distributeurs. De même, la production de masse, dépendante de géants de la distribution, contingente de nouveaux produits déjà connus, nécessite un éloignement entre clients et producteurs. Le transfert ou médiation entre ceux-ci ne s'opère plus par des contacts humains, mais par des emballages, des notices explicatives, une carte de crédit, une caisse enregistreuse, des garanties liées au ticket de caisse, une carte Cumulus ou une Supercard 36 venant nourrir une base de données clients gigantesque au bénéfice du distributeur et du producteur. La discipline managériale clé du data mining dépérirait bien vite sans ce principe de séparation, lui-même calé sur la stabilité des référencements de produits, le tout nourri par des outils d'enregistrement. Principe de réduction de la qualité. Le capitalisme consumériste met en œuvre un double processus. Tout d'abord celui de la standardisation des caractéristiques du produit, pour permettre une production à large échelle. Ensuite, et de façon liée à l'objet, une standardisation et une définition des critères de qualité strictement relatifs à des corps et des usages objectifs et moyens dans des espaces et des temporalités également moyens. Les usages sont séquencés, comme sont séquencés les produits qui sont dédiés à chaque usage, l'identité du consommateur se réduit à un corps statistiquement moyen 37. Tant la composition chimique des jouets, que la hauteur de plafond des appartements ou encore la taille des lits expriment des maxima ou des minima de tolérance qui eux-mêmes se rapportent à des corps moyens. Il faut donc construire et produire une triple quantité au moyen de critères de qualité standardisés. Pour les identités, pour les usages et pour les objets. Dans ce processus de réduction de la qualité à la moyenne, le très grand ou le très petit, le différent, l'exceptionnel, l'exubérant ou l'excentrique n'ont pas leur place et à proprement parler n'existent pas 38. La première partie de la thèse de Stigler, 2009, sur le désinvestissement progressif du consommateur à l'égard des produits du capitalisme consumériste nous paraît prendre quelques couleurs, à condition que l'on y adjoigne le luxe comme contrepoint nécessaire et éclairant du capitalisme consumériste. Le luxe fonctionne comme un exutoire ou comme une île de sublimation, au beau milieu d'un océan de banalité. Un peu comme Jean qui rit et Jean qui pleure, ou un système binaire de vases communicants. Autrement dit,
c'est parce que les objets du capitalisme consumériste ne font plus recette que le luxe est en si bonne santé. Le luxe devient l'expression d'un transfert de sublimation collective. Un indice nous permet de penser que produits de luxe et produits consuméristes sont les deux faces d'une même pièce. Leur commune aversion pour l'innovation radicale ou de rupture. Luxe et consumérisme de masse ont tous deux besoin de nomenclature stable 39, tant en termes de produits, d'usage que d'identité de client. Ils sont donc dans le même bateau, classe économique dans les soutes, classe affaires dans les suites, contraints d'y rester par l'État et les organisations économiques faîtières. Comme nous le verrons plus bas, il n'existe pas... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.